Donc le projet à long terme, c'est bien ça, que les Congolais qui vivent à l'étranger, travaillent à l'étranger, paient leurs impôts à l'étranger, n'oublient pas le pays des origines, investissent dans leur propre pays, créent de l'emploi, voilà. Et donc nous, gouvernement, on est là pour encourager cela. Bonjour, Monsieur Jean-Claude Ndakoso. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Vous êtes à Paris parce que vous revenez d'une audience au Quai d'Orsay avec Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. On voudrait savoir, Monsieur le ministre, on nous a annoncé l'arrivée du président Sassou Nguesso à Paris et cette annonce a été repoussée, a été reportée. Et donc là, vous venez d'une audience avec, comme je l'ai dit, le ministre des Affaires étrangères. Quel est donc l'objectif de cette rencontre avec Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, Monsieur le ministre? Bon, je peux vous dire que avant de venir à Paris, j'étais à Pékin, où j'ai eu des entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Monsieur Wang Yi. C'est dire que ce genre de rencontre, ça fait partie des choses ordinaires pour nos ministres des Affaires étrangères. On se concerte en permanence. Et cet après-midi, après qu'il ait fini avec Marco Rubio, le ministre, le secrétaire d'État américain, enfin l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, m'a fait l'honneur de me recevoir, parce que le Congo développe depuis de longues années une excellente relation avec Paris. Brazzaville a une excellente relation avec Paris. Tout le monde le sait. Une relation économique, une relation politique, une relation intellectuelle, oui, une relation culturelle. Vraiment, c'est dans tous les domaines une excellente relation. Comme dans toute relation, il peut y avoir parfois quelques petits nuages. Et le rôle précisément des diplomates, c'est de dissiper, de ne pas laisser s'accumuler les nuages, de les dissiper lorsqu'ils commencent à s'amonceler. Et voilà, donc il y a eu des mots, il y a eu des paroles, parfois un tout petit peu déplacées. À propos de quoi, Monsieur le ministre? Vous avez appris que la justice française avait lancé un mandat d'amener contre une personnalité de chez nous, la première dame, pour ne pas la citer. Et c'est quelque chose de inhabituel, de totalement inhabituel, de totalement inacceptable. Nous respectons l'indépendance de la justice, mais en même temps, nous tenions à rappeler que par-dessus tout, il y a les conventions de Vienne qui régissent les relations diplomatiques depuis l'époque de Talleyrand, l'époque au 19e siècle déjà. Il y a ces conventions qui sont pour les diplomates une sorte de bible en vérité, qui protège les personnalités, l'immunité, etc. Donc nous tenions quand même à rappeler ces principes universels qui dérivent des conventions de Vienne. Et le sentiment que j'ai eu au cours de cet entretien, c'est que le ministre français des Affaires étrangères a les mêmes vues que nous, partage les mêmes vues que nous. C'est-à-dire? Il est attaché lui aussi aux conventions de Vienne qui régissent les relations diplomatiques et consulaires entre les États. Donc, de ce point de vue, l'entretien s'est bien déroulé. Tout était, nous étions sur le même diapason. Sur le même diapason, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait à cause de cela que la rencontre avec le président français a été reportée? Non, non, non. La rencontre avait été repoussée puisqu'elle va se tenir à la fin du mois de mai pour des raisons de calendrier. Oui. Véritablement pour des raisons de calendrier. Vous savez, on a beau être homme public, homme d'État,
on est souvent rattrapé par des problèmes parfois d'ordre privé. Voilà, donc ça a été le cas. Voilà. Et donc, si je comprends bien, vous êtes ici aussi pour préparer l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso. Exactement. Le président Sassou effectuera une visite officielle ici en France, vraisemblablement à la fin du mois de mai. Vraisemblablement à la fin du mois de mai. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a toujours ce problème des calendriers, des agendas des chefs d'État qui sont très compliqués, parce que il devait venir maintenant, mais il se trouve que le président Macron sera du côté de Madagascar et de l'océan Indien. Oui. Ouais, donc ce sera probablement à la fin du mois de mai, parce que nous-mêmes avons un agenda très compliqué, le président de la République. Voilà. Est-ce possible que vous nous disiez, Monsieur le ministre, les dossiers prioritaires qui seront au cœur de cette rencontre entre les deux présidents? Vous savez, ce genre de rencontre donne lieu à une consultation diplomatique générale. En général, les chefs d'État prennent à bras le corps les problèmes de l'heure, la guerre en Ukraine, qui a des répercussions fâcheuses sur l'ensemble de la planète. Mais comme si un malheur ne pouvait pas venir tout seul, voilà que les États-Unis d'Amérique ont lancé une salve de sanctions, de taxes sur tous les pays du monde. On ne peut pas imaginer que cela soit sans conséquence pour les pays africains. Ouais. Et donc, ces questions seront également examinées, des questions économiques, des questions de relations internationales et des questions judiciaires. Des questions judiciaires. Des questions judiciaires. Nous avons, en 1974, cela fait bien longtemps, signé une convention de coopération judiciaire avec la France. Convention qui a été ratifiée par notre Parlement en 1975. Cela fait donc exactement un demi-siècle. Donc on peut concevoir que après tant d'années, que l'on soit amené à revisiter un tel document. Ne serait-ce que à l'époque, le pays qui est le nôtre s'appelait République populaire du Congo, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais aussi le fait que ce texte semble pas accorder vraiment l'importance à la règle de ce que les juristes appellent l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire quand un jugement a été rendu par une juridiction compétente et qualifiée, on doit simplement l'appliquer, la respecter. Elle est irrévocable. Voilà, irrévocable. Donc, on a pu constater que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, des jugements ont été rendus dans un pays indépendant, mais un autre pays ne prend pas en compte ce jugement qui a été rendu. Et ça, il faut mettre quand même un peu d'ordre. Mettre de l'ordre et respecter la souveraineté des États. Monsieur le ministre, je vais vous ramener à l'UNESCO. Vous avez un candidat qui se présente pour être élu prochain directeur. Il va remplacer l'actuelle directrice générale, Madame Audrey Azoulay, qui est française. Et donc, votre candidat désigné est Monsieur Firmin-Édouard Matoko, qui est un habitué de l'UNESCO. Monsieur le ministre, êtes-vous confiant quant à ses chances, aux chances de Monsieur Firmin? Monsieur Matoko est un cadre compétent, reconnu comme tel. Sinon, il n'aurait pas fait une si longue carrière au sein de l'UNESCO. Un homme nourri de grande culture, qui a une vision claire et nette sur cette institution centrale qui porte les dossiers de culture, d'éducation, de communication et d'information. Nous avons estimé qu'il a de bonnes aptitudes. Oui. Je n'ai pas dit qu'il est forcément le meilleur. Je ne sais même pas s'il y a un meilleur, mais il a en tout cas de bonnes aptitudes. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le soutenir dans cette belle compétition. Et donc nous travaillons ardemment à rallier le maximum possible de pays à cette candidature. Le reste, on verra. Et sur quel axe ou priorité novateur se repose sa candidature, Monsieur le ministre?
Tous azimuts. Tous azimuts. Tous azimuts. Nous parlons avec les pays africains. J'ai parlé avec Jean-Noël Barrot de ce dossier tout à l'heure. Oui. Bon, voilà. Mais vous savez, parfois, avant une élection, avant un vote, on s'engage pour voter dans une direction. Mais parfois, on arrive dans la salle et finalement, tout change complètement et on vote dans l'autre direction. Ça, nous le vivons régulièrement à Addis Abeba, où je prends part aux élections. Là, je sors d'Addis Abeba, où j'ai pris part à l'élection d'un membre du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine. De l'Union africaine, oui. Exactement. Alors, Monsieur Jean-Claude Ngakosso, vous êtes également ministre des Congolais de l'étranger. Et vous êtes à Paris, hein, où on recense le plus grand nombre de Congolais. Monsieur le ministre, quelle place et quel rôle vous pouvez donner ou vous donnez justement aux Congolais de l'étranger dans les discussions justement diplomatiques en France? Les Congolais strictement sensus, Congo-Brazza bien entendu, finalement ne sont pas si nombreux que ça à l'étranger. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Et à l'étranger, on les trouve principalement en République démocratique du Congo, donc là-bas même en Afrique, et en France. L'idée du président de la République qui a créé ce département des Congolais de l'étranger, c'est d'exprimer la solidarité avec les enfants de la patrie. Qu'il y ait un lien qui ne rompe jamais entre ces enfants disséminés à travers la planète et la matrice qu'est le Congo, le pays des origines, la terre sacrée de nos ancêtres, et que ces Congolais qui vivent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger, qui payent les impôts à l'étranger, jamais n'oublient la terre sacrée de leurs ancêtres. C'est ça la philosophie. Au-delà que ces Congolais, oui, pourquoi pas, participent à l'effort de développement que le gouvernement a la charge là-bas au pays, par des projets d'investissement, oui. Puisqu'on voit beaucoup de pays le font. Le Sénégal peut servir d'exemple. Mais je viens d'Addis Abeba, vous savez, beaucoup d'Éthiopiens travaillent dans les pays du Golfe, ils ramènent ce qu'ils gagnent dans leur pays, construisent des immeubles, ils sont dans tous les secteurs, des cliniques, etc. Et donc le projet à long terme, c'est bien ça, que les Congolais qui vivent à l'étranger, travaillent à l'étranger, paient leurs impôts à l'étranger, n'oublient pas le pays des origines, investissent dans leur propre pays, créent de l'emploi, voilà. Et donc nous, gouvernement, on est là pour encourager cela, pour créer le cadre juridique pour que les Congolais de l'étranger trouvent à s'exprimer, et à long terme aussi, lorsque les conditions seront réunies, pour que les Congolais de l'étranger participent aux choix qui sont faits dans le pays, les choix politiques notamment, choix politiques, donc oui. Aux élections, ouais, et soient représentés au sein de notre assemblée, au sein de la représentation nationale. Oui. Voilà. Le soft power, monsieur le ministre, vous parlez de la diaspora, vous faites le retour vers le Congo, mais il faut faire un pont entre les deux pays. Oui. Les Congolais de l'étranger sont les ambassadeurs de la République du Congo. Est-ce que vous ne leur donnez pas un rôle par rapport à cela, à cette mission? Normalement, chacun doit vénérer la patrie de ses ancêtres. Normalement. Moi, je suis toujours triste quand je vois qu'un Congolais est mort à l'étranger et est enterré à l'étranger. Ça me rend tellement triste parce que, quelles que soient les convictions politiques qu'on peut avoir, le pays des ancêtres, mais c'est ce qu'il y a de plus sacré. Je ne vois rien au-dessus de ce qu'est la terre des ancêtres. Le pays de nos aïeux, qui nous a nourris de son lait dès notre jeune âge. Il faut pas lui tourner le dos. Ouais. Même s'il a des problèmes, même si on a des reproches à faire, ce qui est normal. Nous qui gouvernons, nous ne sommes pas des dieux, on commet des erreurs tous les jours. On commet des erreurs dans notre gouvernance. Ça c'est évident. Mais il faut pas tourner le dos à la patrie, à la terre sacrée de nos ancêtres. Donc vraiment, notre maison commune, c'est le ministère des Affaires étrangères. Pour les Congolais qui sont à l'étranger, quand ils arrivent à Brazzaville, c'est les affaires étrangères, leur maison, notre maison commune.
le département qu'on a mis en place pour s'occuper précisément d'eux. Voilà. Merci, monsieur À moi de vous remercier, Jean-Claude Gakosso, ministre Merci des Affaires infiniment. étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Merci Merci infiniment infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Merci.